Pendant près de 2 mois, la République islamique affirmait que son nouveau guide suprême était vivant, admettant sa blessure mais répétant qu'il se remettait. Ils nous ont même donné des détails vagues pour s'assurer que personne ne remette en question leur histoire. Ils répétaient qu'il avait été brûlé au visage et aux lèvres. Il a subi 3 opérations à la jambe, et il pourrait avoir besoin de chirurgie plastique avant de réapparaître en public. Mais il voulait que tout le monde sache qu'il était en vie et sain d'esprit, qu'il prenait des décisions pour le pays, tout en se remettant de ses blessures. Eh bien, hier, ce mensonge a été exposé devant le monde entier. Et cela s'est produit dans la ville de Mossad, la même ville où Ali Khamenei est né. Les partisans du régime ont peint le visage du nouveau guide suprême sur une fresque de martyr, ce qui signifie qu'il est mort et que les gens sont en deuil. Si cela est vrai, cela pourrait avoir un impact catastrophique sur l'Iran et, bien sûr, sur les négociations de paix en cours avec les États-Unis. Hier encore, le président Trump a confirmé la raison du retrait des négociations. Il a dit que personne ne sait qui est aux commandes. Personne ne sait qui est à la tête du pays, qui est le dirigeant en Iran. Et maintenant, nous entendons des rumeurs selon lesquelles même le guide suprême pourrait être mort. Écoutez cette déclaration. Concernant l'Iran, une fois qu'on saura qui est aux commandes, si les conservateurs ou les dirigeants alignés sur les gardiens de la révolution ont plus de pouvoir en Iran, est-ce que les États-Unis concluront un accord? Que faites-vous avec le trafic d'armes cette année? Je parlerai aux responsables. Les autres ignorent tout. Ils participent seulement. Eh bien, ils se battent entre eux. Il y a énormément de luttes internes. Dans de nombreux cas, ils luttent sans doute pour le leadership. Je crois qu'ils se disputent pour éviter d'être chef, car on a supprimé 2 niveaux de dirigeants. Je traiterai avec qui il faudra. Mais il n'y a aucune raison d'attendre 2 jours, de faire voyager les gens pendant 16 ou 17 heures. On ne va pas faire comme ça, on va le faire. Ils peuvent m'appeler quand ils veulent. On a toutes les cartes, on a tout gagné. Maintenant, donnons un peu plus de contexte sur ce nouveau guide suprême qui pourrait très bientôt devenir très bientôt l'ancien guide suprême. Il s'appelle Mojtaba Khamenei. C'est le fils de l'ancien guide suprême, Ali Khamenei, ce qui transforme la République islamique en une sorte de monarchie. Il se trouvait dans le même complexe lorsque la guerre a commencé, où Ali Khamenei tenait une grande réunion avec les hauts responsables iraniens. Maintenant, nous savons tous ce qui s'est passé là-bas. Les avions israéliens ont détruit le complexe et tué tous ceux qui s'y trouvaient. Si vous avez oublié, voici plus de détails. La CIA est la véritable raison pour laquelle Khamenei est mort. Pendant des mois, l'agence avait suivi sa localisation, ses habitudes et ses déplacements, jusqu'à connaître son emploi du temps mieux que sa propre équipe de sécurité. Après la guerre de 12 jours en juin 2025, Khamenei était devenu tellement paranoïaque que son bunker souterrain avait été creusé si profondément que rien que la descente en ascenseur prenait plus de 5 minutes pour atteindre le fond. Les Américains le savaient. Alors ils ont attendu le bon moment, qui est arrivé le matin du 28 février. La CIA a détecté une rare réunion un samedi matin de toute la haute direction iranienne dans un seul complexe au centre de Téhéran. Khamenei lui-même est sorti à l'air libre pour cette réunion parce qu'il pensait être moins exposé à la lumière du jour, et c'est pourquoi il a baissé sa garde. C'était la dernière erreur qu'il ait jamais commise. La CIA a transmis ses renseignements très précis directement à Israël, et les 2 nations ont lancé l'opération sur le champ. 2 heures après le décollage des avions israéliens, le complexe de Khamenei était en ruine. C'est surprenant qu'après des mois d'avertissement en Iran sur une guerre, ils aient rassemblé toute leur direction dans un seul bâtiment. Maintenant, heureusement pour Mojtaba, du moins d'après les rapports que nous avons vus venant d'Iran, il était dans le complexe, mais au moment de la frappe, il était sorti. Peut-être pour prendre l'air ou peut-être juste, vous savez, pour fumer une cigarette. Je ne sais pas exactement. Mais comme il était sorti, il n'est pas mort. Mais il a été gravement, et je veux dire très gravement blessé. En fait, il y a seulement 2 jours, nous avons parlé d'un rapport du New York Times qui parlait de ses blessures et de leur gravité. Selon le rapport, il a déjà subi 3 opérations sur l'une de ses jambes, et il pourrait avoir besoin d'une prothèse, tellement cette jambe est endommagée. Son visage et ses lèvres sont brûlés. Il va avoir beaucoup de mal à parler pour le reste de sa vie. Et en plus de cela, le rapport indique qu'il pourrait avoir besoin de chirurgie esthétique avant de se présenter devant le public. Mais le rapport a souligné une chose, il est en vie, et il est mentalement stable, prenant des décisions pour l'Iran en coulisses. Maintenant, il est très facile de supposer que là où les sources de ce rapport étaient des responsables iraniens faisant partie du régime, et qui savent quelque chose sur le guide suprême.
Ils ne le voient peut-être pas, mais savent comment il va. Ou alors, d'un autre côté, tout cela pourrait être un énorme mensonge, parce que personne n'a réellement vu le guide suprême depuis cette frappe initiale. Il n'est pas apparu en public. Il n'a diffusé aucun message audio destiné au public. Et devinez ce qui s'est passé hier. Regardez. Hier, dans la ville de Mahat, la République islamique a accidentellement révélé que ce nouveau guide suprême pourrait être mort. Maintenant, cette ville est importante, parce que c'est le lieu de naissance de l'ancien guide suprême, Ali Khamenei, et il a été le guide suprême ayant servi le plus longtemps jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'il a dirigé l'Iran près de 30 ans. Hier, la République islamique a dévoilé dans cette ville une fresque montrant toutes les personnes tombées en martyrs, c'est-à-dire tuées pendant cette guerre. Et sur cette fresque, on peut voir Ali Khamenei juste au centre. Ensuite, vous avez le fondateur de la République islamique, l'Ayatollah Khomeini, en haut à gauche. Ensuite, vous avez l'ancien président de l'Iran en bas à gauche. Et puis, en bas à droite, vous avez Qassem Soleimani, le célèbre général que le président Trump a éliminé lors de son dernier mandat. Mais en haut, cet homme est Mojtaba Khamenei, quelqu'un que la République islamique affirme être toujours en vie, mais ils ont mis son visage sur une fresque célébrant des personnes décédées. Donc, oui, je ne suis pas vraiment sûr de ce qui se passe là-bas. Et la raison pour laquelle cela pourrait être quelque chose à surveiller, c'est parce que cela vient de personnes qui font partie du régime. Ce ne sont pas des sources des services de renseignement qui affirment qu'il pourrait être mort. Ce ne sont pas des membres de l'opposition qui prétendent que le guide suprême est mort. Ce sont des personnes qui pourraient avoir une connaissance directe de la situation. C'est un sujet sur lequel on spécule depuis longtemps. Comme vous vous en souvenez peut-être, ce nouveau guide suprême est l'homme du CGRI. Il a été très proche des anciens commandants et généraux du CGRI. Et c'est pourquoi les commandants du CGRI ont en fait poussé son élection lorsque l'Assemblée des experts s'est réunie pour choisir le nouveau guide suprême. Ils menaçaient en fait chaque membre de l'Assemblée pour s'assurer qu'ils votent pour leur candidat. Depuis l'élection du nouveau guide suprême, le CGRI a gagné encore plus de pouvoir. Plus précisément, le nouveau commandant du CGRI, Ahmed Vahidi, a gagné plus de pouvoir à travers l'Iran, dans pratiquement tous les domaines imaginables. Il a plus de contrôle sur l'armée. Il a même plus de contrôle sur le gouvernement civil. Et maintenant, il a même plus de contrôle sur l'équipe de négociation qui discute avec les États-Unis. Vous vous rappelez la déclaration de Trump d'hier ? Il a dit qu'il annulerait le voyage de Jared Kushner et Steve Witkoff au Pakistan pour voir les Iraniens. Il a dit que le vol était trop long. Et personne ne sait si les Iraniens ont vraiment le pouvoir de négocier un accord. Devinez quoi ? Juste après cette annonce, l'Iran a en fait envoyé aux États-Unis une meilleure proposition pour des négociations de paix. Écoutez bien, voici plus de détails. Réponse de Reuters. Avec qui avons-nous affaire? Qui est aux commandes maintenant? Qu'est-ce qui a changé d'hier à aujourd'hui? Rien du tout. C'est juste qu'ils nous ont donné un document qui aurait dû être meilleur. Et, chose intéressante, dès que je l'ai annulé, en moins de 10 minutes, nous avons reçu un nouveau document qui était bien meilleur. Nous avons parlé, nous avons dit qu'ils n'auront pas d'armes nucléaires. C'est très simple. Écoutez, tout cet accord n'est pas compliqué. L'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. C'est très simple. Voici la chronologie. Le ministre iranien des Affaires étrangères est allé au Pakistan, a rencontré des médiateurs, puis est parti à Oman pour traiter des affaires irano-omaniennes. Je ne sais pas exactement ce dont ils ont discuté. Mais dès qu'il a quitté le Pakistan, Trump a annoncé que, eh bien, les États-Unis ne participeraient plus aux négociations. Et devine quoi ? Après cette annonce, l'Iran aurait soi-disant envoyé une meilleure proposition. Mais en plus de cela, il semble que le ministre iranien des Affaires étrangères retourne maintenant au Pakistan juste un jour après avoir quitté le pays, pour essayer de trouver une solution, afin de remettre les négociations sur les rails. Voici plus de détails à ce sujet. Selon des sources pakistanaises, pendant son séjour, le ministre iranien des Affaires étrangères mènera probablement des consultations, et une annonce pourrait suivre concernant la prochaine phase des pourparlers de paix d'Islamabad. Le dialogue reste la voie la plus constructive à suivre, et il est entendu que tant les États-Unis que l'Iran sont conscients de l'importance de maintenir l'engagement. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il semble que le pays qui continue de retourner au Pakistan pour essayer de reprendre les négociations est celui qui est le plus désespéré de remettre les discussions sur les rails. Et il y a une bonne raison à cela. Une raison dont nous parlons depuis très longtemps. Et cela revient à la pression économique.
Vous voyez, même pendant le cessez-le-feu, les frappes militaires se sont arrêtées, mais l'opération Fureur économique continue d'avancer à plein régime. Maintenant, avant de parler des nouvelles frappes qui ont été lancées dans cette opération Fureur économique, je voudrais vous partager ce commentaire intéressant que nous avons reçu hier. Ceci vient d'un abonné qui explique qu'il soutient la chaîne et y est abonné depuis plusieurs années. Pourtant, il ne voit pas nos vidéos sur sa page d'accueil, sans doute à cause de l'algorithme YouTube très déroutant. Et en plus de cela, il n'est pas vraiment fan du contenu lié à la guerre. C'est pourquoi nos vidéos ont du mal à toucher un public plus large. C'est pourquoi je veux vous rappeler, si vous n'êtes pas abonné, assurez-vous de cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner juste en dessous. Cela nous aide simplement à toucher plus de personnes parce que ça envoie un signal à l'algorithme de YouTube que cette vidéo est sûre. On ne fait la promotion de rien d'extrême. Nous ne promouvons pas de point de vue extrémiste, ce qui permet de toucher un public plus large et de diffuser l'actualité à davantage de personnes. Revenons à l'opération Fureur économique et à ce qui vient de se passer. Il y a 2 jours, le trésorier des États-Unis a sanctionné une raffinerie dite Teyer, en Chine. Ce sont de petites raffineries conçues pour traiter du pétrole sous sanction. Elles achètent donc du pétrole à la Russie, l'Iran et peut-être au Venezuela sous Maduro. Mais maintenant, le Trésor américain s'en prend à eux et leur impose des sanctions exactement là où ça fait le plus mal. Vous voyez, il faut comprendre comment fonctionnent ces raffineries et pourquoi on les appelle des raffineries Teyer. La Chine compte de nombreuses grandes compagnies pétrolières. En fait, certaines des plus grandes compagnies pétrolières du monde ne sont pas basées en Occident. Elles sont basées au Moyen-Orient, comme vous auriez pu le supposer. Mais elles sont aussi basées en Chine. Des géants publics comme Sinopec ou Petrochina sont littéralement parmi les plus grandes compagnies pétrolières, et même parmi les plus grandes entreprises du monde. Maintenant, le problème quand on est aussi grand, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'être sanctionné. Parce que si vous êtes sanctionné par les États-Unis, cela signifie que vous perdez l'accès au système bancaire international. Pratiquement tout le système bancaire international, vous ne pouvez plus accéder au dollar américain. Et en plus de ça, tous les investissements que vous avez avec des pays alliés des États-Unis, eh bien ces investissements sont soit gelés, soit même interrompus. Ainsi, ces grandes entreprises ne peuvent traiter avec le pétrole russe, iranien ou vénézuélien sous Maduro. C'est pourquoi la Chine a mis en place ces petites raffineries, appelées raffineries Teyer. Et ces raffineries n'ont pas d'investissements occidentaux. Elles ne traitent pas vraiment avec des dollars. Elles ne font vraiment rien à grande échelle. Ce sont de petites raffineries qui sont littéralement construites uniquement pour traiter le pétrole provenant de pays sous sanction. Cela signifie que si ces entreprises sont sanctionnées, cela ne change pas vraiment leur activité, ou ne la rend pas vraiment plus difficile. Elles ne traitent pas de pétrole provenant d'autres pays qui pourraient leur poser problème. Elles ne traitent qu'avec des pays sous sanction. Et cela signifie que si elles sont elles-mêmes sanctionnées, cela ne leur porte pas vraiment préjudice d'une quelconque manière. Cela n'empêche pas les États-Unis d'agir contre eux, puisque des compagnies maritimes sont toujours nécessaires pour transporter le pétrole. Il faut toujours des compagnies d'assurance pour couvrir le pétrolier et son pétrole. Les États-Unis ciblent désormais cet aspect, mais il y a une mise en garde. Bien sûr, cela ne va pas pousser ces entreprises à la faillite, mais cela va leur compliquer la vie. Ce sera plus compliqué pour ces raffineries indépendantes de payer le pétrole. Ce sera plus compliqué pour les banques qui travaillent avec ces raffineries, car elles ne veulent pas être sanctionnées par les États-Unis. Encore une fois, cela ne va pas fermer ces entreprises, mais cela va rendre les choses plus difficiles, et cela signifie que leurs marges vont diminuer. Et bien sûr, cela signifie que les marges iraniennes vont aussi diminuer. Donc, les gens gagneront moins à cause de ces nouvelles sanctions. De plus, le Trésor cible aussi les actifs cryptographiques de la République islamique. Maintenant, beaucoup d'amateurs de crypto aiment se vanter du fait que la crypto échappe au contrôle du gouvernement. Ce n'est pas tout à fait vrai. Disons que même si une crypto-monnaie est quelque chose que le gouvernement ne peut pas cibler directement, il peut toujours s'en prendre aux entreprises qui stockent des cryptos pour ces pays ou pour tous les criminels, n'est-ce pas? Et c'est exactement ce que fait le Trésor américain. Ils ont gelé les avoirs que le régime iranien possède en crypto-monnaie. Maintenant, je ne suis en aucun cas un expert en crypto-monnaie. Mais si je devais deviner comment cela s'est passé, je dirais qu'ils sont probablement allés voir l'entreprise qui détenait le compte, la société de crypto-monnaie, qui vous savez avait un compte pour les responsables de la République islamique. Et ils leur ont simplement dit « ces comptes, gèle-les ». Ainsi, les responsables ne peuvent pas retirer leur argent. Ils ne peuvent plus non plus y déposer d'argent. Maintenant, malheureusement pour l'Iran,
c'est en réalité un problème très mineur, comparé aux problèmes auxquels ils sont confrontés à l'intérieur du pays. Hier, nous avons évoqué l'inquiétude de l'Iran, face au manque d'espace de stockage, au point de réutiliser d'anciens pétroliers comme unités flottantes pour stocker le pétrole extrait. C'est une solution temporaire, mais elle offre peu de marge de manœuvre à l'Iran. Les données satellites montrent qu'environ 9 superpétroliers iraniens sont retirés du service dans le Golfe Persique. Supposons qu'ils les sortent tous de la retraite, et qu'ils les utilisent comme dépôt de pétrole flottant. Même avec des hypothèses optimistes, l'Iran ne gagnerait qu'environ 18 jours supplémentaires avant de se retrouver à nouveau à court d'unités de stockage. Et ils devront réduire la production, donc fermer des puits de pétrole, ce qui pose un gros problème à long terme. Il sera très difficile, voire impossible pour le régime de remettre en marche ces puits de pétrole. Maintenant, devinez quoi ? Les États-Unis semblent connaître le dilemme du régime islamique. Et cela pourrait être la raison, ou du moins en partie la raison, pour laquelle les États-Unis retardent les négociations ou poursuivent le blocus. C'est quelque chose que Donald Trump a confirmé ce matin même. Écoutez. Mais ce à quoi vous faites référence, c'est que lorsque vous avez des conduites par lesquelles d'énormes quantités de pétrole circulent dans votre réseau et que, pour une raison quelconque, cette conduite est fermée. Parce que vous ne pouvez pas continuer à le mettre dans des conteneurs ou des navires, ce qui leur est arrivé, ils n'ont plus de navires à cause du blocus. Ce qui se passe, c'est que cette conduite explose de l'intérieur, à la fois mécaniquement et dans le sol. Il se passe quelque chose qui fait qu'elle explose tout simplement. Ils disent qu'il ne leur reste qu'environ 3 jours avant que cela n'arrive. Et quand ça explose, on ne peut jamais, quoi qu'il arrive, on ne peut jamais le reconstruire comme c'était avant. En d'autres termes, ce sera toujours, si vous le reconstruisez, c'est difficile de tout reconstruire, mais ce ne serait qu'environ 50% de ce que c'est actuellement. Donc, c'est quelque chose de très puissant qui se produit. C'est en quelque sorte lié à la nature. Mais quand cela se bouche à la fin, en d'autres termes, quand vous devez l'arrêter parce que vous n'avez plus d'endroit pour stocker ce pétrole, soit sur des navires, soit dans des réservoirs de stockage, ce qu'ils ont presque terminé de remplir, quelque chose de très mauvais va se produire. Je pense qu'ils sont sous pression. Maintenant, une chose à garder à l'esprit ici, c'est que l'Iran n'a pas forcément besoin d'un accord de paix pour que le blocus soit levé. S'ils sont prêts à dire « Hey, le détroit d'Ormuz est ouvert à tous. Il y a de bonnes chances que les États-Unis lèvent le blocus tout en continuant à négocier un accord de paix. » Je ne dis pas que c'est probable, je ne dis pas que c'est quelque chose qui va arriver, je dis juste que c'est possible. Bien sûr, nous allons rester attentifs à toute nouvelle issue des négociations qui viennent du Pakistan, puisque le ministre iranien des Affaires étrangères s'y trouve en ce moment pour essayer de remettre les négociations sur les rails. Alors n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.